Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Je compte bien sûr sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air et nous écrire dans les commentaires. Et puis pensez bien sûr à cliquer sur la cloche pour nous aider à atteindre le 1 million d'abonnés. Au programme de cette édition, Emmanuel Macron saisit encore la guerre en Ukraine pour s'extirper de la situation interne. Jeudi, Paris accueille une nouvelle réunion de la coalition des volontaires, un nouveau spectacle du président chef de guerre. Aux États-Unis, Donald Trump entend reprendre la main en matière de sécurité, échappatoire après une séquence internationale délicate ou véritable plan d'action. Ses intentions demeurent encore floues. Et puis nous reviendrons sur le feuilleton politique autour de François Bayrou et de ses éventuels successeurs à Matignon. La guerre en Ukraine, refuge d'Emmanuel Macron. Jeudi, le président ukrainien reviendra en France pour une nouvelle réunion de la coalition des volontaires. Le président français devrait pousser son obsession d'envoyer des troupes au sol sur le théâtre de guerre. Le point tout de suite. La guerre de Zelensky, escapade salvatrice d'Emmanuel Macron. Alors que le président français va devoir affronter la semaine prochaine le vote de confiance pour François Bayrou et une journée de contestation le 10 septembre, l'arrivée à Paris jeudi de son homologue ukrainien se dessine pour lui comme une nouvelle diversion opportune. Toujours prompt à jouer au chef de guerre, à défaut de revêtir le costume de chef d'État, Emmanuel Macron accueillera demain matin un nouveau rendez-vous de la coalition des volontaires. Cette construction qui n'aura pour l'heure abouti qu'au discrédit. Une nouvelle occasion de nous entraîner dans une guerre fratricide pour se sortir du marasme national, alors qu'il aurait convenu au contraire de faire cesser au plus vite ce conflit pour épargner des vies. Le président français devrait donc osciller entre deux démarches, d'une part conspuer et menacer Vladimir Poutine de mesures de rétorsion dont il n'a pas les moyens, et d'autre part multiplier les démonstrations d'affection à l'égard de Volodymyr Zelensky. Un diptyque qui renforcera, si tant est que ce soit encore possible, l'exclusion de la France dans le processus de paix entre l'Ukraine et la Russie. Pour que le sabotage diplomatique soit complet, nous pourrons évidemment compter sur les alliés et néoconservateurs de choix d'Emmanuel Macron, le néerlandais Mark Rutte, secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'allemande Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le chancelier allemand ancien de BlackRock, Friedrich Merz, et bien sûr le Premier ministre britannique Keir Starmer. D'autres bellicistes de salon ne feront pas le déplacement à Paris, mais seront bien sûr de la partie à distance. En tout, une trentaine de dirigeants pourraient participer, nous dit-on, à l'opération, de près ou de loin. Mais à l'heure où nous parlons, Donald Trump n'a pas fait connaître son envie de rejoindre les agapes. Si tel était le cas, le président américain interviendrait sans doute pour déplorer l'attitude des Européens qui s'astreignent méticuleusement à entraver la paix entre les belligérants, tandis que la Russie, elle, avance toujours davantage sur le terrain militaire. Dans ce cadre, l'espoir d'Emmanuel Macron de voir les États-Unis s'engager davantage sera une nouvelle fois douché. En effet, Donald Trump n'a aucune envie d'engager plus de frais pour l'Ukraine. En revanche, il est bien probable que le locataire de la Maison-Blanche admire d'un œil amusé l'envie d'Emmanuel Macron de faire à ses frais le service après-vente des néoconservateurs américains à l'origine de la révolution de Maïdan et donc de la guerre en Ukraine en cours. Cerise sur le gâteau, les armes supplémentaires seront produites par les États-Unis, le conflit dopant donc la croissance américaine, mais aussi payées par l'Union européenne. Donald Trump l'avait d'ailleurs clairement énoncé à plusieurs reprises. Je n'ai pas encore décidé du nombre, mais ils vont en avoir car ils ont besoin de protection. Mais l'Union européenne paie pour ça. Nous ne payons rien pour ça, mais nous allons les envoyer. Ce sera des affaires pour nous. Nous leur enverrons des patriotes dont ils ont désespérément besoin. Je commencerai par dire que nous ne donnons rien maintenant. Nous vendons des armes. C'était avant. Nous avons maintenant la possibilité d'acheter des armes aux États-Unis. Nous sommes reconnaissants pour ce programme et cette opportunité. Nous sommes reconnaissants envers l'Europe. Elle paye cela. De la ruine et de la mort, les projets d'Emmanuel Macron ont bien fini de penser printemps. Trop soucieux de sauver sa peau, le président, dont 2 Français sur 3 souhaitent désormais la démission, s'accroche au pouvoir en invoquant toujours les mêmes ressorts, la guerre. Et c'est un peu la technique inversée d'Emmanuel Macron. Aux États-Unis, Donald Trump se recentre un peu sur la sécurité intérieure pour effacer une pénible séquence internationale. Le président entend frapper un grand coup en déployant l'armée dans des villes à fort taux de criminalité. Explication d'Olivier Frère-Jacques.
Quiconque assassine quelqu'un dans la capitale est passible de la peine capitale. Capitale, peine capitale. Le choc des mots, comme toujours avec Donald Trump, peu de nuances et à plus forte raison quand il s'agit de la sécurité, un de ses thèmes de prédilection. À Washington, depuis le 12 août, 2200 réservistes de la Garde nationale armée patrouillent dans les rues et le métro, notamment près des institutions nationales. Ce déploiement, ordonné sans l'accord des autorités locales, vise à nettoyer la capitale de la criminalité et des sans-abri, selon Donald Trump. La décision avait fait polémique, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Mardi, sur son réseau social Truth Social, le président des États-Unis a dit son intention de déployer la garde nationale à Chicago, qu'il qualifie de ville la plus dangereuse au monde et de capitale mondiale du meurtre. Le gouverneur démocrate de l'Illinois, la région de Chicago, J. Robert Pritzker, a dénoncé cette initiative du président. Le plan de Trump consiste à utiliser n'importe quel prétexte pour déployer du personnel militaire armé à Chicago. Si quelqu'un lance un sandwich sur un agent de police, Trump essayera de déclarer l'état d'urgence à Chicago à la télévision. J'exhorte tous les gens à ne pas mordre à l'hameçon si cela se produit. Le président Trump, lui, justifie cette intervention par l'obligation de sécurité qu'il a vis-à-vis du pays. On y allait. Je n'ai pas dit quand on y allait. Quand vous perdez, écoutez, j'ai une obligation. Ce n'est pas une affaire politique. J'ai une obligation. Le républicain Andrew Cheney, membre du Sénat de l'Illinois, défend la politique du président et met directement en cause les élus démocrates de Chicago. Le maire Brandon Johnson, le gouverneur Pritzker et les démocrates de l'Illinois ont créé un mouvement pro-criminalité. Ils ont abandonné les victimes, la police et les citoyens de Chicago. Cette initiative dans l'Illinois s'inscrit dans une stratégie plus large, après des déploiements similaires à Washington, donc, mais aussi à Los Angeles en juin, avec 4000 soldats déployés face aux manifestations contre sa politique migratoire. Dans le cas de ce déploiement en Californie, un tribunal fédéral a jugé l'envoi de troupes illégal, mais la décision est en attente d'un recours devant la Cour suprême. Il convient ici de noter une subtilité. Dans les déploiements militaires évoqués, il est question de la garde nationale et pas de l'armée régulière. L'armée régulière est composée de forces actives comme les Marines et est sous commandement fédéral et intervient principalement dans des opérations extérieures ou exceptionnelles. La garde nationale, elle, est composée de réservistes et dépend des gouverneurs d'État en temps normal, mais peut être placée sous contrôle fédéral par le président, comme à Washington, où l'absence de gouverneur facilite cette mainmise. Donald Trump entend ici banaliser l'usage de la garde nationale pour des missions de maintien de l'ordre, un glissement dénoncé comme une militarisation de la sécurité publique par ses détracteurs, ce qui débouche inévitablement sur de pénibles batailles judiciaires. Pour l'heure, le président Trump ne lâche pas le morceau et semble déterminé à bouleverser le modèle sécuritaire américain. Il a ainsi signé un décret le 25 août pour créer des unités spéciales de la garde nationale dans chaque État, prêtes à intervenir pour des troubles civils. Les démocrates, peu audibles sur le sujet du fait de leur bilan sécuritaire catastrophique, peinent à contrer cette offensive, tandis que des juges fédéraux tentent de freiner ces initiatives. Ces déploiements visant des bastions du crime, qui s'avèrent être des bastions démocrates comme Chicago, New York ou Baltimore, soulèvent des craintes d'une instrumentalisation de l'outil militaire, notamment à l'approche des élections de mi-mandat de 2026. Quel nouveau locataire pour Matignon? Alors que François Bayrou est encore Premier ministre, les spéculations vont bon train sur un éventuel remplaçant, Renaud de Bourleuf. Ambiance fin de règne à Matignon. François Bayrou, en sursis politique, multiplie les consultations et les rencontres avec les principaux partis. Alors que les écologistes et la France insoumise ont refusé de rencontrer le Palois, communistes et socialistes n'ont pas été convaincus par le Premier ministre. On vient surtout dire au Premier ministre que son budget est un véritable poison pour la France et qu'il va être très très dur pour les Français et qu'on n'en veut pas. Et donc on va lui expliquer la raison pour laquelle nous ne voterons pas la confiance au gouvernement. Aussi parce que nous avions dit depuis le début que nous étions prêts à une négociation. Que vu qu'il n'y a pas de majorité dans l'Assemblée, il y a la nécessité de négocier de manière sérieuse. Le Premier ministre a rendu tout le processus, qui est un processus de dialogue, compromis. Jordan Bardella et Marine Le Pen se sont également rendus à Matignon pour représenter le Rassemblement national. À la sortie, ils n'étaient pas davantage emballés. Le Premier ministre avait annoncé qu'il consulterait les partis politiques après
son intervention de mémoire du 15 juillet. Il ne l'a pas fait. C'est la raison pour laquelle, ne voyant rien venir, je lui ai adressé une lettre le 25 juillet en disant quid. Et en réalité, il a fait le choix d'appuyer sur le siège éjectable et de faire les consultations a posteriori. Bon, on voit bien que les choses sont évidemment dans le mauvais sens. Lundi, le président du RN, Jordan Bardella, évoquait même l'idée d'une dissolution alors qu'un bureau de campagne du parti venait de se réunir en vue d'éventuelles élections législatives anticipées. Qu'il faut être prêt parce que les temps sont incertains. Et vous y croyez vraiment à cette dissolution que vous réclamez ? Alors que la démission de François Bayrou est probable, deux scénarios se profilent à l'horizon pour le président. Rester avec la législature actuelle pour nommer un nouveau Premier ministre qui devra jongler entre les différents risques de censure, ou dissoudre l'Assemblée nationale pour que de nouveaux rapports de force parlementaire permettent l'émergence d'un gouvernement. Concernant la première hypothèse, Emmanuel Macron a déjà longuement tâtonné depuis juillet 2024. La socialiste Lucie Castet, finalement abandonnée, le LR Xavier Bertrand, abandonné à son tour par crainte d'une censure, Michel Barnier, censuré au bout de 3 mois, et enfin François Bayrou. Samedi, le secrétaire national des écologistes Marine Tondelier a ressorti le rêve d'un Premier ministre issu de la gauche. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est de nous laisser nous y coller. Qui ? Emmanuel Macron doit nommer quelqu'un de la force politique arrivé en tête. La force politique arrivée en tête dont elle parle, c'est en réalité le bloc de gauche. À l'arrivée, 192 députés, divisés en 4 groupes différents, pas toujours d'accord entre eux, loin s'en faut. Difficile donc de trouver quelqu'un qui fera front face aux motions de censure fusant de toutes parts. Les bruits de couloir évoquent encore un chef de gouvernement issu du bloc centriste, à commencer par Sébastien Lecornu, désormais plébiscité par la présidence. Le ministre des Armées, ancien LR, devenu macroniste de la première heure, a même répondu samedi à une question explicite du Parisien, affirmant qu'il n'était pas candidat à Matignon. Autre transfuge de LR faisant figure de favori, le ministre de la Santé Catherine Vautrin, déjà pressenti en 2022 avant la nomination d'Elisabeth Borne. Sa récente mobilisation des hôpitaux pour un exercice simulant un afflux massif de blessés en cas de guerre laisserait entendre qu'elle partagerait avec Emmanuel Macron la volonté de gouverner par la peur. Mais a priori, Sébastien Lecornu et Catherine Vautrin ne montrent pas d'ambition présidentielle. En revanche, un autre pourrait bien voir Matignon comme tremplin pour 2027. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, l'ancien LR, est même allé en août à Brégançon rendre visite à Emmanuel Macron. Sans doute partant pour 2027 aussi, le président des LR, Bruno Retailleau. Reste à savoir s'il aurait intérêt à prendre le risque d'occuper Matignon d'ici là. Pour ce faire, le ministre de l'Intérieur aurait 2 atouts. Une bonne cote de popularité grâce à l'effondrement de celle des autres. Un baromètre du Point le classe en 3e personnalité politique préférée des Français. Et une véritable docilité vis-à-vis d'Emmanuel Macron, comme il l'exprimait lundi. J'appelle les hommes et les femmes politiques à faire en sorte qu'il n'y ait pas une pression pour la démission du président de la République. Pourquoi ? Parce que ça fragiliserait nos institutions. Encore une fois, je suis gaulliste. Mais ces candidats putatifs pour le poste de Premier ministre pourraient bien voir leurs ambitions partir en fumée en cas de dissolution. Toutefois, tout porte à croire qu'une nouvelle assemblée se dessinerait sans vainqueur et sans majorité. Samedi, un sondage Elab pour BFM TV et La Tribune dimanche a étudié l'hypothèse d'élections législatives se tenant dans les prochaines semaines. Selon leur étude, l'alliance RN-UDR serait largement en tête avec 31% des voix, devant une alliance des gauches à 23%, un bloc centriste à 14% et LR à 10%. Toujours selon ce sondage, 31% des Français voteraient pour le RN ou l'UDR, seuls 24% seraient favorables à un Premier ministre issu du Rassemblement national. 39% des personnes interrogées voudraient un chef de gouvernement n'appartenant à aucun parti, issu de la société civile, éventuellement du monde de l'entreprise. À croire que la politique partisane lasse de plus en plus les Français. Mais Emmanuel Macron, habile, a déjà joué avec ce phénomène. En 2017, son parti présentait aux législatives 52% de candidats issus de la dite société civile, ce qui n'empêche pas les apparatchiks du PS et de LR si affinité de garder le dessus. Et on poursuit avec l'actualité en bref en France. Acculé, le gouvernement en fin de vie explore la piste des restrictions de l'AME. Mardi, 2 projets de décret ont été envoyés au Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Il s'agit de durcir les conditions d'accès à l'aide médicale d'État, l'AME, et de réduire la liste des soins remboursables pour les bénéficiaires. Il est d'abord envisagé de ne plus rembourser les actes de rééducation réalisés en balnéothérapie et de soumettre à accord préalable certains soins, aujourd'hui accessibles sans cette condition, après 9 mois de présence sur le territoire. Il est question aussi d'exiger la présentation de documents d'identité comportant une photographie. Nouveau drame autour du laxisme judiciaire à Marseille. Mardi, vers 15h30, dans le premier arrondissement de la cité phocéenne, un Tunisien de 35 ans a blessé à l'arme blanche 5 personnes
dont une placée en urgence absolue. Il a été abattu par la police. Le procureur de Marseille a donné des précisions sur le criminel. Qui logeait dans un hôtel du quartier de Belzance a été expulsé de cet hôtel puisqu'il ne payait pas son loyer. C'est ce qui ressort a priori des premiers éléments des investigations. Il revient aujourd'hui dans cet hôtel, il monte immédiatement au premier étage de cet hôtel, se rend dans la chambre qu'il occupait avant d'en être expulsé et porté un coup de couteau au flanc d'un colocataire, d'une personne qui occupait cette chambre. Le dénommé Abdelkader est arrivé clandestinement en France en 2018. Il serait passé par plusieurs centres de rétention administrative en 2020 avant d'être libéré pendant la période du Covid. Quoiqu'entré illégalement, il avait obtenu sa carte de séjour valable jusqu'en 2032. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est déplacé à Marseille. Mais on doit faire très attention à ceux et à celles qu'on accueille sur le territoire, que nous devons reprendre le contrôle des flux migratoires. Arrivé place Beauvau il y a un an, le ministre attend peut-être 2027 pour passer des paroles aux actes. Rappelons que l'individu tunisien était connu de la police. En 2023, il avait agressé son neveu à coups de couteau. Il était aussi convoqué devant un tribunal dans une affaire de provocation à la haine après des propos antisémites tenus devant la mosquée de Sète dans l'Hérault. Il était évalué par le renseignement territorial comme non radicalisé, mais nécessitant un suivi psychiatrique à cause de son état instable. La France en pleine crise institutionnelle, et le président profite de l'été pour s'acheter une nouvelle maison au Touquet. En dehors du calendrier malheureux de cet achat, ce sont les opérations immobilières d'Emmanuel Macron et son épouse qui posent question. En 2014, les deux tourtereaux estimaient leur maison du Touquet à 1,2 million d'euros. Revendue récemment 3 fois plus cher, cette transaction suscite des réactions. En 2016, le Canard enchaîné révélait une manœuvre du couple pour échapper à l'ISF, entraînant un redressement fiscal sur 3 ans. C'est donc 9 ans plus tard que le couple présidentiel vient d'acquérir une nouvelle villa de 200 mètres carrés face à la mer au 67 boulevard Jules Pouget, au Touquet Paris-Plage. Gérée par leur SCI Brem Selati, cette propriété en briques rouges s'ajoute à la Villa Monet-Jean, située à 500 mètres, véritable attraction touristique. 70% des Français soutiennent l'interdiction totale des écrans pour les enfants de moins de 6 ans. C'est un sondage commandé par Matignon et censé être confidentiel, qui vient confirmer l'inquiétude croissante face aux effets des écrans sur le développement, le sommeil et la vision. Malgré l'urgence sanitaire soulignée par la Société française de pédiatrie, un plan d'action interministériel, initialement lancé après un rapport d'experts en 2024, est aujourd'hui suspendu. Ce rapport proposait 29 mesures, dont l'interdiction des écrans avant 3 ans et des smartphones avant 13 ans. Une réunion prometteuse en avril 2025, réunissant conseillers experts, n'a pas eu de suite. Le ministre du Numérique, Clara Chapaz, empêtrée dans l'affaire de la mort du youtubeur Jean Pormanov, dément un abandon, évoquant un report pour des raisons d'agenda. Une campagne de sensibilisation est en préparation, mais sans calendrier clair, tandis que la Caisse nationale d'assurance maladie prévoit une communication aux parents cet automne. Et à présent, l'actualité internationale. Procès politique au Brésil. Mardi à Brasilia, le tribunal suprême fédéral a commencé la phase finale du procès de l'ancien président Jair Bolsonaro. Le chef d'État, vaincu en 2022, est jugé pour 5 chefs d'inculpation, dont tentative de coup d'État, appartenance à une organisation criminelle armée et tentative d'abolition violente de l'État de droit démocratique. Déjà inéligible, il risque jusqu'à 43 ans de prison. Dans les rues de Rio de Janeiro, de nombreux manifestants ont crié à la dictature judiciaire et à la farce. Donald Trump réapparaît et balaie les rumeurs sur sa santé. Après une absence médiatique d'1 semaine, le président américain Donald Trump s'est exprimé mardi devant la presse, affichant selon certains une mine un peu fatiguée. Cette prise de parole très attendue intervient alors que des rumeurs sur son état de santé avaient enflammé les réseaux sociaux, la Maison-Blanche restant silencieuse. Trump a dénoncé des fake news rappelant ses récentes activités, dont des publications sur Truth Social et une interview radio. Il a ironisé sur l'absence de critiques similaires envers Biden, qui évitait parfois les conférences de presse. Malgré une main fardée, des hématomes attribués à des serrages de main et un traitement à l'aspirine, son médecin assure que son état de santé est excellent. C'est une décision judiciaire cruciale pour la tech américaine. Google a échappé au démantèlement aux États-Unis, un revers pour les autorités. Un juge fédéral de Washington a décidé le 2 septembre que Google, reconnu comme monopole par la justice américaine, ne serait pas démantelé, contrairement aux exigences du ministère de la Justice. Cette décision, moins sévère qu'attendue, constitue un échec pour les administrations Trump et Biden, qui accusaient le géant de la tech d'abuser de sa position dominante, notamment via son moteur de recherche Chrome. Le
juge a ordonné à Google de partager ses résultats de recherche et certaines données avec ses concurrents, mais a écarté la cession de Chrome ou d'Android, arguant que l'intelligence artificielle redynamise déjà la concurrence. Cette issue a fait bondir l'action d'Alphabet, maison mère de Google, de 7% après la clôture de Wall Street. Les contrats d'exclusivité, comme celui avec Apple, restent autorisés, bien que conditionnés. Cette décision pourrait être contestée en appel. Bachar el-Assad visé par des mandats d'arrêt français. L'appareil judiciaire français a émis en août 7 mandats d'arrêt contre plusieurs anciens hauts responsables syriens, dont l'ex-président Bachar el-Assad, pour le bombardement au mortier d'un centre de presse à Homs en février 2012. Cette attaque avait tué 2 journalistes, l'américaine Mary Colvin et le français Rémi Hochlik, et blessé 3 autres personnes, dont la reporter Edith Bouvier. Après 13 ans d'enquête, les juges parisiens du pôle crime contre l'humanité ont ciblé Assad, son frère Maher et d'autres hauts gradés pour complicité de crimes de guerre et contre l'humanité. Exilé en Russie depuis sa chute en décembre 2024, Assad avait vu un précédent mandat d'arrêt annulé en juillet 2025 pour des attaques chimiques présumées en 2013 en raison de son immunité de chef d'État à l'époque. Le parquet antiterroriste a requis un nouveau mandat international contre lui. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Ce soir, dès 20h, retrouvez la rentrée de Bistro Liberté. Éric Morillo reçoit le journaliste sportif Pierre Ménès pour évoquer le déclin des médias mainstream, le président Macron et puis le football français, bien sûr. Je me demande si, Pierre, vous n'allez pas vous faire voler un peu la vedette, en tout cas en ce début d'émission, par l'invité, mais alors événement du soir, je demande un tonnerre d'applaudissements, c'est Plume le rat, voilà, qui est à côté. Alors, Plume, vous êtes, enfin plutôt je vais parler à celui qui est à ses côtés, puisque c'est évidemment Grégory Moreau qui fait le buzz depuis plusieurs jours, parce qu'évidemment ça a été repris par les chaînes Info, France Info TV, CNews, bon plus de 2 mois après, hein, au niveau réactivité, il faut un peu se mettre à la page, hein. Je vous encourage à regarder mon compte Twitter, il est beaucoup plus réactif puisqu'on avait une joute, c'était au début de l'été, et donc évidemment voilà, vous êtes le défenseur des rats, vous êtes maire adjoint du 11e arrondissement de Paris, vous êtes membre du parti animaliste. Et donc voilà, alors racontez-nous un petit peu ce qui vous a pris. Est-ce que c'est sérieux votre combat, Grégory Moreau ? C'est extrêmement sérieux. Mon combat, c'est de sensibiliser les Parisiens auprès de cet animal. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, c'est impossible de se débarrasser de lui dans Paris. De toute façon, on n'a pas le choix, indépendamment de nos points de vue, de s'habituer à lui. Et puis en fait, la meilleure façon de sensibiliser les Parisiens, c'est de leur montrer l'animal. Attendez, vous voulez que les choses soient bien claires. Vous voulez réhabiliter le rat, hein, c'est ça ? En fait, on n'a pas le choix. C'est réellement de l'écologie. Ce qu'il faut, c'est cohabiter. Il faut que le Parisien cohabite avec le surmulot. Également au programme jeudi dès 7h, un zoom avec Jean-Claude Rollina sur son ouvrage « L'avion, ce mystérieux tueur de célébrités ». C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.